il arrive que des vies s'éteignent dans l'ombre d'une obsession. Pas un visage inconnu, ni un piège imprévu, juste une relation où une douleur secrète a fini par exploser. Dans cet épisode de Cruauté en face story, je t'emmène dans une affaire troublante. Une qui questionne la manipulation, la double vie, les identités cachées. Une femme, deux mondes. Et un secret si lourd qu'il a détruit l'équilibre. Une vie dissimulée. Jusqu'à ce qu'un drame vienne tout révéler. Je ne te dirai pas qui ni comment. Pas maintenant, parce que le plus insidieux, parfois, c'est ce qu'on ne voit jamais venir. Je suis Genéza, et aujourd'hui, je t'invite à plonger dans une histoire où l'on découvre trop tard que la véritable vérité peut se cacher sous une fausse face. Prépare-toi, car parfois, ce qu'on croyait connaître n'était qu'un mensonge bien construit. Anaï Esther Bulnes a vu le jour en 1986 à Cordoba, en Argentine. Son père, Carlos, et sa mère, dont le nom reste inconnu, ont joué un rôle essentiel dans son éducation. Ils ont tout mis en œuvre pour offrir à Anaï et sa sœur Véronica un foyer empreint d'amour et de soutien. Dès son plus jeune âge, Anaï s'est révélée passionnée par l'enseignement. Ses proches se souviennent d'elle comme d'une enfant curieuse, dévouée, toujours avide de connaissances et désireuse d'aider autrui. Bien que certains aspects de sa vie privée demeurent flous, il est établi qu'Anaï a eu 3 relations marquantes. À 18 ans, elle a rencontré son premier mari, Marcos Ripoll. De cette union sont nées ses 2 filles, Angie, qui est née avec un handicap, et Trini. Mais derrière l'apparence d'une famille normale, cette relation a été houleuse dès le début, marquée par la violence. Selon les témoignages ultérieurs de la famille, Marcos l'a maltraitée aussi bien physiquement que psychologiquement, y compris pendant ses grossesses. Face à cette situation, les parents d'Anaï ont tout fait pour l'éloigner de Marcos. Après bien des efforts, le couple s'est finalement séparé, mais cette relation toxique a laissé des cicatrices profondes chez la jeune femme. Malgré tout, Anaï a trouvé en elle la force nécessaire pour protéger ses filles et continuer à aller de l'avant. Par la suite, elle a fait la rencontre d'un autre homme dont les détails restent flous. Avec lui, elle espérait bâtir un foyer stable pour elle et ses enfants. De cette union est née sa 3e fille. Hélas, cette relation ne s'est pas déroulée comme prévu, et elle aussi s'est trouvée entachée de violence. Après avoir supporté des années de maltraitance, elle a finalement pris la décision de s'éloigner de ce partenaire. Cependant, tourner la page n'a pas été une mince affaire. Son ex-compagnon a continué de la harceler, à tel point qu'elle a dû porter un bouton d'urgence pendant 1 an. Après avoir traversé cette période difficile, elle a tenté de reconstruire sa vie aux côtés de Nestor Senestrari, un enseignant municipal. Bien qu'aucune plainte officielle n'ait été déposée, des témoignages ont fait surface, décrivant un homme au comportement extrêmement contrôlant. Il allait jusqu'à l'obliger à faire des appels vidéo lorsqu'elle était en compagnie de sa sœur Véronica. Sous le poids de cette soumission psychologique et économique, Anaï s'est affaiblie, luttant quotidiennement pour subvenir aux besoins de ses filles, notamment des 2 aînées, dont le père refusait de payer la pension alimentaire. Malgré le soutien constant de ses parents, Anaï cherchait désespérément à alléger leur fardeau. Elle s'est battue de toutes ses forces pour assurer un avenir meilleur à ses petites filles. Avec l'encouragement de ses proches, elle a décidé de réaliser son rêve d'enfance, devenir enseignante. Elle s'est inscrite dans des établissements locaux où elle a travaillé sans relâche pour obtenir son diplôme. Une fois diplômée, elle a commencé à enseigner dans 2 écoles situées près de son quartier, à San Vicente.
Ses élèves et collègues la percevaient comme une personne dévouée, responsable et profondément empathique. Toujours avide de perfectionner ses connaissances, elle suivait régulièrement des formations. Cependant, malgré tous ses efforts, l'argent qu'elle gagnait ne suffisait pas pour couvrir les besoins de ses filles, surtout ceux de son aînée, qui nécessitait des soins particuliers en raison de sa condition médicale. Cette pression financière pesait lourdement sur elle. Accablée par cette situation économique précaire, elle a pris une décision désespérée: trouver un revenu supplémentaire en se prostituant. Personne dans sa famille n'était au courant de cette double vie qu'elle menait, un acte de survie dicté par son désespoir de fournir à ses filles tout ce dont elles avaient besoin. Elle n'aurait jamais imaginé qu'en cherchant à assurer leur bien-être, elle rencontrerait la pire des cruautés. À la fin de 2022, Anaï vivait chez ses parents avec ses filles, qui représentaient sa plus grande source de joie et de motivation. Le dimanche 4 décembre de cette même année, elle avait passé une journée à la campagne en famille, accompagnée d'un homme dont l'identité reste inconnue, avec qui elle avait commencé à sortir sans pour autant vivre en couple. Ce soir-là, après l'excursion, tout le monde était rentré à la maison et s'était couché. Aux alentours de minuit, dans la nuit du lundi 5, la plus jeune fille d'Anaï, alors âgée de 7 ans, s'était réveillée et avait constaté que sa maman n'était pas là. La fillette avait pensé qu'elle était simplement allée aux toilettes et s'était rendormie sans s'inquiéter. Mais au petit matin, la situation avait pris une tournure bien plus alarmante. Anaï n'était pas seulement absente, elle avait également laissé derrière elle son téléphone portable, son portefeuille et ses papiers d'identité. Ce détail a immédiatement éveillé l'inquiétude des Bulnes. Selon Véronica, il semblait qu'Anaï avait envoyé un dernier message à l'école où elle travaillait lors de son service du matin, prétextant qu'elle ne pourrait pas venir car elle devait emmener l'une de ses filles chez le médecin. Cependant, personne dans la famille n'était au courant d'un tel rendez-vous. L'angoisse de la famille d'Anaï s'est intensifiée lorsqu'ils ont reçu un appel de l'école où elle travaillait l'après-midi, signalant qu'elle ne s'était pas présentée, sans fournir d'explication pour son absence. Ce détail a profondément bouleversé ses proches, car Anaï était une femme d'une grande responsabilité, et il lui était impensable de manquer son travail sans prévenir. Immédiatement, ses parents se sont rendus aux autorités pour signaler sa disparition. La situation s'est rapidement compliquée. Sans son téléphone portable, elle était difficile à localiser. De plus, sa famille ignorait qu'elle exerçait occasionnellement le travail du sexe, ce qui a soulevé des interrogations quant à un éventuel lien entre sa disparition et cette activité, comme l'enquête l'a révélé par la suite. Les premières suspicions se sont naturellement tournées vers ses anciens partenaires, en raison de l'historique de violence qu'elle avait subi. Ces derniers ont été rapidement convoqués pour être interrogés. Alors que la police menait ses investigations, les proches d'Anaï, ainsi que ses élèves et collègues, ont décidé de mener leurs propres recherches. Ils ont été rejoints par des collectifs de femmes, notamment du mouvement Ni Una Menos de Cordoba, qui ont lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux pour mobiliser l'attention du public. Très vite, l'affaire a capté l'attention des médias qui ont commencé à relayer des informations au sujet de la disparition d'Anaï. Des affiches avec sa photo ont rapidement été placardées dans toute la ville. Carlos, son père, n'a pas attendu une minute. Chaque jour, il partait à vélo, explorant les moindres recoins de la ville dans l'espoir de retrouver sa fille saine et sauve. Grâce à la couverture médiatique, une avancée cruciale a eu lieu le 13 décembre. La police a reçu la première piste significative qui a permis de commencer à reconstituer les événements de cette nuit fatidique. Des témoins, dont un chauffeur de taxi, ont affirmé avoir vu Anaï.
Le chauffeur, qui la connaissait bien puisqu'elle était l'une de ses clientes régulières, a confirmé l'avoir prise en charge chez elle pour la conduire au centre de Cordoba cette nuit-là. Il a précisé qu'elle avait l'habitude de se rendre dans cette zone pour des rendez-vous. Ce soir-là, le 5 décembre, elle lui a payé environ 1000 pesos argentins, soit l'équivalent d'à peine $2, et lui a demandé de la conduire le plus loin possible avec cette somme. Le chauffeur l'a déposée près d'un centre commercial, d'où elle a ensuite marché jusqu'à un coin où elle avait l'habitude d'attendre ses clients. Les voisins du quartier, solidaires, ont fourni les enregistrements des caméras de surveillance de leur maison et des commerces alentours, permettant aux enquêteurs de retracer le parcours d'Anaï après sa sortie du taxi. Les enregistrements montrent qu'Anaï a d'abord été abordée par 2 automobilistes qui, après un bref échange, ont finalement poursuivi leur route. Puis, à 1h23 du matin, elle a été vue s'approchant d'un homme à pied, avec qui elle est ensuite partie. Les enquêteurs ont continué à analyser une multitude de vidéos. Ce n'est qu'à Noël 2022 que des informations plus précises ont émergé. L'une des caméras avait capturé des images d'une femme correspondant aux caractéristiques d'Anaï en train de discuter avec un individu. Pour confirmer son identité, les autorités ont dû mener une étude anthropomorphique détaillée, basée sur son poids, sa taille, son indice de masse corporelle et sa structure osseuse. La tâche n'a pas été aisée, car les images étaient de mauvaise qualité et personne ne savait précisément comment Anaï était habillée lorsqu'elle a quitté la maison pour la dernière fois. De plus, ni sa famille ni ses amis ne reconnaissaient l'homme qui apparaissait à ses côtés dans ces vidéos. Sur cet enregistrement, après avoir discuté pendant environ 30 secondes, on voit le couple marcher en direction d'un bâtiment situé près d'un pont de la région. La police a supposé qu'ils se connaissaient, car leur interaction semblait naturelle, et ils n'ont pas tardé à partir ensemble. Peu de temps après, une information cruciale a attiré l'attention des autorités. Les enregistrements ne montraient aucune trace de la sortie d'Anaï de ce bâtiment. Mais ce n'était pas tout. En visionnant d'autres images, les enquêteurs ont découvert que l'homme aperçu avec elle avait quitté l'immeuble à plusieurs reprises le lendemain. Pas moins de 11 fois, il est sorti, transportant des sacs poubelles et plusieurs sacs à dos. En élargissant leurs recherches dans les vidéos, ils l'ont vu jeter ces lourds sacs dans différents conteneurs à ordures, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. En interrogeant certaines des travailleuses du sexe qui fréquentaient la zone, ils ont découvert que cet homme était un client régulier. Il travaillait comme cuisinier dans une boulangerie voisine. Fort de ces informations et des vidéos, la justice a rapidement ordonné une série de perquisitions à son domicile, bien que, jusqu'à ce moment-là, il n'était pas considéré comme un suspect majeur. Bien que les agents n'aient pas trouvé Anaï lors de l'inspection de la résidence, ils ont été confrontés à une scène des plus troublantes. Les experts ont découvert des vêtements de femme et des traces de sang, que quelqu'un avait visiblement tenté d'effacer en plusieurs endroits du domicile. De plus, divers objets tranchants de cuisine, une meuleuse, une scie, ainsi que des livres et objets liés à la magie noire, au spiritisme et à la dissection de corps humains ont été saisis. Ce n'était que le début des révélations glaçantes. Les enquêteurs ont également confisqué le téléphone portable et l'ordinateur du suspect. L'analyse de ces appareils a révélé que l'homme s'intéressait à des contenus particulièrement sinistres circulant sur Internet, notamment un genre appelé gore, qui consiste en des photos et vidéos de crimes atroces. En outre, les échantillons de sang retrouvés dans la maison ont été envoyés pour analyse afin de déterminer s'ils étaient d'origine humaine ou animale. Sur la base de ces preuves accablantes, le 26 décembre,
le parquet a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect, identifié comme Santiago Alberto Campos Matos, âgé de 37 ans. Né en 1985, Santiago a grandi dans un environnement conflictuel. Il a souffert de l'abandon de son père biologique et aurait également été victime de violences de la part de son beau-père. Enfant, Santiago a grandi à Tras-la-Sierra, une région où il a vécu une partie de son adolescence. À 19 ans, il a été interné pour des problèmes de dépendance. Après sa sortie, il a décidé de s'installer dans la capitale provinciale, où il a vécu en couple pendant 15 ans avec Natalia Rodriguez, la mère de ses 2 filles. Santiago a enchaîné plusieurs emplois précaires et, au moment des faits, travaillait comme aide-cuisinier dans une boulangerie du quartier. Ses voisins le considéraient comme un individu étrange. Il rapportait qu'il effectuait des rituels dans son appartement, et il n'était pas rare d'entendre des bruits suspects au milieu de la nuit. Quelques jours après la disparition d'Anaï, plusieurs résidents ont remarqué que Santiago s'était débarrassé d'un matelas, prétendant qu'il était trop vieux et inconfortable pour dormir. La police a immédiatement émis l'hypothèse qu'il s'était débarrassé du matelas pour dissimuler des preuves compromettantes. Ils ont donc lancé une enquête pour retrouver cet élément clé. Les enquêteurs ont également découvert qu'à partir du 5 décembre, Santiago avait manqué au moins 5 jours de travail. Certains témoins ont indiqué qu'il avait été agressé et il leur avait même montré plusieurs blessures sur son corps, des marques que les agents ont effectivement remarquées lors de son arrestation. La police a également interrogé un ancien collègue de travail qui a partagé des informations glaçantes. Selon lui, Santiago faisait régulièrement des commentaires macabres et dérangeants. Il l'a même décrit comme un véritable psychopathe. Cette facette inquiétante de Santiago était visible sur ses réseaux sociaux où il partageait fréquemment des publications morbides liées à la mort et à la consommation de chair humaine. Il publiait également des affiches de films d'horreur et des phrases sexistes. Les enquêteurs ont découvert qu'en novembre 2021, il avait été arrêté pour tentative d'agression sexuelle sur 4 fillettes âgées de 10 à 11 ans, des amies de ses propres filles. Elles étaient venues chez lui pour une soirée pyjama, mais la nuit a tourné au cauchemar. Santiago, ivre, était rentré à la maison et avait tenté d'agresser les enfants. Bien que les mères des fillettes aient signalé cet incident, l'affaire a pris une tournure incompréhensible. Après seulement 3 mois de détention, Santiago a été libéré et le dossier a été classé. Malgré les preuves accablantes qui le liaient à la disparition d'Anaï, Santiago a nié la connaître et a choisi de garder le silence. Pourtant, pour les enquêteurs, il ne faisait aucun doute qu'il était impliqué dans l'affaire et il soupçonnait d'avoir affaire à un criminel potentiel en série. Néanmoins, il devait attendre les résultats des expertises menées dans son appartement pour confirmer leurs soupçons. À ce stade, les autorités pensaient qu'il était peu probable qu'Anaï soit encore en vie. C'est pourquoi Santiago a été inculpé pour homicide. Malgré cela, la famille et les proches d'Anaï refusaient de perdre espoir. Ils continuaient leurs recherches avec détermination, exigeant des autorités qu'elles accélèrent les investigations pour la retrouver. Au début de 2023, la famille Bulnes a organisé une mobilisation pour réclamer des résultats concrets de l'enquête. Au milieu de la marche organisée pour réclamer des réponses sur la disparition d'Anaï, Carlos, son père, a fait des déclarations explosives aux médias. Il a directement accusé Nestor, le dernier compagnon d'Anaï, avec qui elle avait partagé une relation conflictuelle. Carlos a exigé que les autorités enquêtent sur lui comme potentiel auteur intellectuel de la disparition de sa fille. Selon lui, Nestor était un homme possessif, qui avait rendu la vie d'Anaï insupportable lorsqu'ils étaient ensemble. Il a même affirmé
qu'une fois, Nestor avait menacé le nouveau prétendant d'Anaï en lui rappelant qu'il avait 2 proches dans la police. Carlos soupçonnait que Nestor aurait pu engager Santiago pour se débarrasser d'elle. Suite à ces accusations publiques, Nestor s'est présenté volontairement devant la justice, accompagné de son avocat, pour donner sa version des faits. Il n'était pas le seul à vouloir clarifier sa position. Marcos, le premier mari d'Anaï et père de ses 2 filles aînées, a également pris la parole. Il a non seulement coopéré avec la police, mais a également donné des déclarations choquantes à certains journalistes. Dans une tournure inattendue, Marcos a accusé les propres membres de la famille d'Anaï d'être derrière sa disparition. Selon lui, l'ensemble de l'affaire était une diversion, destinée à le faire porter le chapeau. Il a déclaré connaître la famille Bulnes depuis de nombreuses années et a affirmé que ces derniers n'avaient jamais accepté qu'Anaï soit la mère de ses enfants. Il pensait que la famille avait toujours cherché à éloigner Anaï de ses filles. Marcos s'est souvenu d'un événement marquant lorsqu'il avait eu 18 ans. Carlos, le père d'Anaï, avait tenté de se suicider avec une arme à feu. Ce souvenir avait marqué un tournant dans sa perception de la famille Bulnes. Il a affirmé également avoir été victime de fausses accusations à plusieurs reprises, visant à le faire emprisonner pour l'éloigner définitivement d'Anaï. Selon lui, ces tensions s'étaient amplifiées après la naissance de leur fille. Depuis la disparition d'Anaï, Marcos a expliqué qu'il n'avait pas pu voir ses 2 filles, âgées de 12 et 14 ans, ce qui l'avait poussé à déposer une plainte pour entrave au contact parental. Marcos a raconté un autre épisode troublant. Lors de la manifestation du 6 janvier 2023, il avait tenté de s'approcher de sa fille aînée pour prendre de ses nouvelles. Celle-ci l'avait alors averti de se méfier, affirmant que son grand-père, Carlos, cherchait à l'impliquer dans la disparition de sa mère. Pour lui, cela prouvait que Carlos essayait de détourner les soupçons en accusant un autre ex-petit ami d'Anaï pour feindre l'impartialité, mais que son véritable objectif était de lui nuire. Dans cette logique, Marcos a accusé la famille Bulnes d'avoir engagé Santiago et de lui avoir offert un arrangement financier pour l'incriminer lors de son témoignage. Pour lui, tout cela faisait partie d'un complot visant à le piéger et à le faire condamner. Comme si ces accusations n'étaient pas déjà assez surprenantes, il est allé plus loin en affirmant qu'il était persuadé qu'Anaï était toujours en vie, cachée quelque part. Selon lui, elle réapparaîtrait une fois que sa famille aurait réussi à l'envoyer derrière les barreaux. Marcos avait avancé l'idée qu'Anaï aurait pu s'échapper par une porte arrière de l'immeuble, non couverte par les caméras de surveillance, et se cacher dans une habitation voisine où des chambres étaient louées de manière informelle. Cette théorie avait suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux. Certains jugeaient cette hypothèse conspirationniste et improbable, tandis que d'autres, bien que troublés, ne l'excluaient pas totalement. Cependant, cette théorie a rapidement été écartée lorsque les résultats des analyses ADN des échantillons de sang retrouvés dans l'appartement de Santiago ont confirmé qu'il s'agissait bien de celui d'Anaï. Cette découverte a non seulement mis fin aux spéculations, mais aussi brisé les derniers espoirs de la famille de la retrouver vivante. Dévastés, les proches d'Anaï ont demandé au parquet de requalifier les charges en féminicide. Ils ont également exigé que son corps soit retrouvé, afin de pouvoir enfin faire leur deuil et lui offrir des funérailles dignes. Le ministère public a accédé à la demande de la famille et le 13 janvier 2023, il a inculpé Santiago, le seul accusé dans cette affaire, pour homicide avec la circonstance aggravante de féminicide. L'hypothèse principale des enquêteurs était que Santiago
avait ôté la vie à Anaï, découpé son corps, puis dispersé ses restes dans les sacs poubelles et sacs à dos qu'il avait transportés en quittant l'appartement à plusieurs reprises. Bien que la police et les proches d'Anaï aient espéré qu'il finirait par avouer son crime et révéler où il avait caché le corps, il s'est obstinément refusé à toute déclaration tout au long de l'enquête. Cette réticence a transformé l'opération de recherche des restes d'Anaï en une investigation sans précédent dans l'histoire médico-légale de Cordoba. Les recherches ont d'abord commencé près du front de mer et dans les environs de l'appartement de Santiago, avant de s'étendre à une exploration minutieuse de la décharge de Piedra Blanca. Pour maximiser leurs chances de succès, les autorités ont mené un travail d'enquête méticuleux, incluant l'examen des rapports d'itinéraire et des données de géolocalisation des camions de collecte de déchets qui se trouvaient dans la zone aux dates et heures où Santiago aurait présumément jeté les restes d'Anaï. Grâce aux rapports détaillés et à la collaboration étroite avec l'entreprise de collecte des déchets ainsi que les spécialistes en charge du compactage, les autorités ont déterminé que, sur les 12 camions ayant circulé sur le parcours les 5 et 6 décembre 2022, 3 d'entre eux avaient déchargé leur cargaison à la décharge. Ces déchets avaient été enfouis dans des modules spécialement conçus avec des mailles destinées à prévenir la contamination. Les 9 autres camions avaient déchargé leurs déchets dans une usine de compostage. Les enquêteurs ont examiné le fonctionnement de cette usine qui séparait les différents types de déchets provenant de toute la ville. En mars 2023, les recherches ont commencé sur le site municipal de Bazoura. Cette opération a été réalisée sous la direction de l'Institut de médecine légale, avec la participation d'une équipe de 9 anthropologues légistes. Leur tâche consistait à fouiller des tonnes de déchets broyés, à sélectionner d'éventuelles particules osseuses et à analyser si elles étaient d'origine humaine, avant de comparer les résultats avec l'ADN d'Anaï. Ce processus laborieux, initialement prévu pour être achevé en 5 mois, a finalement duré près d'1 an. Vers la fin de l'opération, la famille Bulnes a connu une brève lueur d'espoir. Les experts avaient découvert des dents qui, selon les premières analyses, pourraient appartenir à Anaï. Malheureusement, ces résultats se sont avérés négatifs. Les dents provenaient en réalité de déchets dentaires issus de plusieurs centres médicaux situés à proximité de la zone fouillée. Avec la certitude qu'ils ne retrouveraient jamais les restes d'Anaï, en février 2024, ses proches ont organisé un mémorial au cimetière de San Vicente, un lieu symbolique où ils pourraient venir lui rendre hommage. La famille a inauguré une sorte de pierre tombale dans le cimetière et a planté 5 arbres en sa mémoire, une manière d'apaiser la douleur ressentie par ses filles, ses parents et ses frères, marqués à jamais par cette terrible perte. L'inscription sur la plaque évoquait la difficulté d'accepter son départ définitif, mais aussi le réconfort de savoir qu'elle reposait enfin en paix, malgré leur chagrin immense. En plus de ce mémorial, ils ont réalisé une fresque, peinte en bleu, qui couvrait un long mur, arborant une phrase commémorative en l'honneur d'Anaï. Au milieu de la cérémonie, la famille a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes présentes, notamment les amis et collègues de travail d'Anaï, ainsi que des fonctionnaires de la municipalité, de la province et des travailleurs judiciaires. Carlos, son père, a déclaré qu'ils avaient désormais un lieu où faire leur deuil et honorer la mémoire d'Anaï. Il a également affirmé qu'il continuerait à se battre pour que des tragédies comme celle-ci ne se reproduisent plus. Carlos a demandé publiquement que Santiago soit condamné à la réclusion à perpétuité pour ce crime atroce. Veronica, la sœur d'Anaï, a soutenu cette demande et a ajouté que ses nièces, les filles d'Anaï,
était celle qui leur donnait la force de continuer à vivre sans leur sœur. Bien que le corps d'Anaí n'ait jamais été retrouvé, et malgré les efforts des avocats de Santiago pour le faire déclarer irresponsable en raison de prétendus troubles mentaux, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal. Les expertises psychologiques et psychiatriques ont conclu que Santiago était impulsif, agressif et dénué d'empathie, mais qu'il ne souffrait d'aucun trouble psychopathologique. Il était pleinement conscient de ses actes. Le parquet avait réuni un nombre important de preuves contre lui, notamment des preuves informatiques, des vidéos de caméras de sécurité, les déclarations de 60 témoins et l'élément le plus décisif, l'ADN d'Anaí retrouvé dans son appartement. Fort de ces éléments, le procès de Santiago Alberto Campos Matos, âgé de 39 ans, a débuté le 13 août 2024 devant la 6e chambre criminelle de Córdoba. Lors de la première audience, Santiago a refusé de témoigner. Il était accusé de meurtre qualifié par violence de genre, un crime passible de la réclusion à perpétuité selon la législation argentine. Le procès s'est déroulé sur 7 audiences, durant lesquelles les enregistrements et expertises ont été examinés. Le témoignage clé de Natalia Rodriguez, l'ex-compagne de Santiago, a été particulièrement accablant. Elle a révélé des détails troublants sur son comportement violent et ses agissements, renforçant ainsi les accusations contre lui et solidifiant le dossier. Le témoignage de Natalia Rodriguez a été l'un des moments les plus attendus du procès. Durant son intervention, elle a raconté comment sa vie avait radicalement changé après sa séparation avec Santiago, après 15 ans de vie commune. Elle l'a décrit comme une personne renfermée, qui avait des difficultés à entretenir des relations sociales, ce qui compliquait sa capacité à conserver un emploi stable. De plus, il consommait régulièrement du cannabis et souffrait d'insomnie, ce qui ajoutait à ses comportements atypiques. Elle a également partagé des détails profondément troublants, notamment l'épisode où Santiago avait acheté un cochon pour un dîner familial et avait conservé la tête de l'animal sur une étagère. Elle a souligné qu'il avait une fascination étrange pour les os et fabriquait parfois des objets artisanaux avec ceux-ci. Santiago portait constamment une amulette faite avec une patte de cerf, ce qui renforçait l'image inquiétante qu'il projetait. Bien qu'elle n'ait jamais été victime de violences physiques directes, elle a affirmé qu'il exerçait une forte violence psychologique sur elle, ajoutant que sa relation avec la mère de l'accusé était tendue et compliquée. Concernant les événements entourant la disparition d'Anaí, Natalia a déclaré qu'à peine quelques jours après que la jeune femme avait disparu, il s'était rendu chez elle. Il avait prétexté vouloir discuter de l'organisation des fêtes de Noël et de la garde de leur fille, sachant qu'elle, en tant que médecin, serait de garde ce jour-là. Selon elle, lors de cette visite, Santiago en avait profité pour lui demander d'examiner la main où il présentait une blessure semblable à une piqûre. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qui lui était arrivé, il lui avait répondu qu'il avait été agressé et qu'il s'était défendu. Toutefois, cette version divergeait de celle donnée par son employeur à la boulangerie où il travaillait à l'époque du crime. Ce dernier, qui avait l'habitude de le conduire au travail, se souvenait que le 4 décembre 2022, quelques heures avant la rencontre fatale avec Anaï, Santiago lui avait écrit pour lui dire qu'il l'attendait à 6 heures du matin. Cependant, au petit matin du lundi 5 décembre, Santiago lui avait envoyé un message pour dire qu'il ne viendrait pas travailler ce jour-là, expliquant qu'il avait eu une altercation avec des gangsters. Il lui avait même envoyé une photo montrant des coups de couteau à la main et des blessures à l'aine. Curieusement, c'était la seule fois où Santiago avait manqué le travail. Ce détail renforçait
les soupçons autour de ses activités ce jour-là. Lorsque Santiago a témoigné, il a nié toute implication dans le crime, affirmant avoir rencontré Anaï alors qu'elle proposait des services sexuels et qu'il était sorti pour acheter des narcotiques. Selon son récit, ils auraient marché ensemble avant de se rendre à son appartement où ils auraient consommé des substances. Il a soutenu qu'Anaï avait ensuite quitté son appartement pour se rendre dans un autre du même immeuble et qu'il ne l'avait plus revue après cela. Cependant, le ministère public a présenté une version totalement différente. D'après l'accusation, le crime aurait été déclenché par un désaccord concernant les véritables raisons de la présence d'Anaï dans l'appartement, potentiellement en lien avec le paiement ou les conditions de la rencontre sexuelle. Des témoins, dont l'administratrice de l'immeuble, ont affirmé que Santiago avait l'habitude d'inviter des travailleuses du sexe chez lui, puis de les renvoyer sans les payer, renforçant l'hypothèse d'une altercation qui aurait dégénéré. De plus, les traces de sang retrouvées dans l'appartement correspondaient à l'ADN d'Anaï, appuyant les accusations de violence. Le témoin a également décrit des comportements inquiétants de Santiago sur le lieu de travail. Il a révélé que Santiago avait pour habitude de faire des blagues macabres et de passer des couteaux sur les mains de ses collègues, créant ainsi un climat de malaise. De plus, il portait toujours autour du cou une chaîne qu'il prétendait être fabriquée à partir d'os de rat. L'enquête sur les appareils informatiques de Santiago a révélé des recherches troublantes portant sur la nécrophilie et la mutilation, suggérant que le crime avait été particulièrement brutal. Ces éléments ont conduit le ministère public à réclamer la réclusion à perpétuité, la seule peine envisageable pour un homicide qualifié par violence de genre. L'avocate représentant la famille d'Anaï a souligné la grande vulnérabilité de celle-ci. Anaï se prostituait par nécessité pour subvenir aux besoins de sa fille handicapée. L'avocat de la famille a également mis en lumière la personnalité troublante de l'accusé, rappelant ses antécédents d'abus contre des mineurs. Il a souligné que ces actes révélaient un profond conflit avec le sexe féminin, puisque Santiago n'avait jamais commis d'actes de violence contre des hommes. Il ciblait systématiquement des femmes vulnérables, que ce soit des jeunes filles ou des travailleuses du sexe. Plus la victime était vulnérable, plus elle semblait attirante à ses yeux. L'avocat a également insisté sur le fait que les tests médicaux avaient montré que chaque contusion et blessure retrouvée sur le corps de Santiago témoignait des tentatives d'Anaï pour se défendre. Elle luttait pour sa survie, consciente que ses filles l'attendaient à la maison. Cette réalité déchirante ajoutait à la gravité du crime, selon l'accusation. De son côté, la défense de Santiago a tenté de rejeter la responsabilité en affirmant qu'il n'y avait aucune preuve irréfutable reliant son client au crime d'Anaï. Ils ont soutenu qu'il n'y avait pas de corps pour étayer les accusations et que rien ne prouvait qu'ils avaient eu une relation intime cette nuit-là. La défense a également souligné qu'il n'y avait aucune preuve claire démontrant que l'événement s'était produit sous l'impulsion de la haine envers les femmes, remettant ainsi en question le facteur aggravant de la violence de genre dans l'accusation. L'avocat de la défense a tenté de discréditer les preuves et l'enquête, arguant que ni le crime ni l'aggravation par violence de genre n'avaient été prouvés de manière irréfutable. Il a souligné des irrégularités lors de la perquisition du domicile de son client et a critiqué l'absence de fouilles dans les autres appartements, remettant en cause la complétude de l'enquête. De plus, il a dénoncé l'influence médiatique sur l'affaire, exhortant le jury à ne pas se laisser influencer par les récits médiatiques. La famille Bulnes
marqué par la douleur, a exprimé son souhait de justice. Carlos, le père d'Anaï, a partagé son chagrin et sa détermination à continuer pour ses petites filles, suppliant le jury de condamner Santiago pour la destruction de leur famille. Le 28 août 2024, après 3 heures de délibération, le jury a déclaré Santiago Campos Matos coupable de l'homicide qualifié par violence de genre, le condamnant à la réclusion à perpétuité. La famille d'Anaï, bien que soulagée par la condamnation, a ressenti une émotion profonde. Véronica, la sœur d'Anaï, a partagé une vidéo commémorative célébrant sa sœur à travers des images émouvantes accompagnées de la chanson India Anaï, qui symbolise l'esprit indomptable d'Anaï. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Nous serions très intéressés de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.